Eh bien, on va passer à la communication suivante. Donc, on va demander au professeur Goueffic de nous parler d'un sujet qui est très à la mode en chirurgie, ballon actif, stent actif. Je pense qu'il va nous faire un point très intéressant à ce sujet. Messieurs les modérateurs, merci. Bonjour à tous. Merci à Gilles et Robin pour leur invitation. Donc, effectivement, actuellement, le chirurgien vasculaire, lorsqu'il a le choix d'un matériel pour traiter la fémorale superficielle, ça ressemble un petit peu au salon de l'auto. C'est-à-dire qu'on a un choix relativement exhaustif actuellement. Et parmi ce choix, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'angioplastie, bien sûr, le ballon nu, on va trouver le stent tenu, le stent actif, le ballon actif, maintenant, depuis plus récemment. On a éventuellement même des stents ouverts, et puis peut-être d'ici quelques temps, on va avoir des stents biorésorbables. Donc vraiment, on a un choix extrêmement large. Et pour choisir parmi ces différents éléments, eh bien, on a finalement peu de preuves, sauf que nos amis allemands et autrichiens nous ont pondu cet algorithme, alors que je vais vous détailler. Et cet algorithme, en fait, il part de lésions de novo, ici, qui sont inférieures ou supérieures à 4 cm. Alors, lorsqu'on a des lésions de novo qui sont inférieures à 4 cm, qu'est-ce qui est recommandé? Il est recommandé de traiter les patients avec un ballon nu, simplement. Et s'il y a une rosténose, de traiter cette rosténose avec un ballon actif. Si on se trouve par contre dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'avec des lésions supérieures à 4 cm, en vert, vous voyez ici, ce qui est recommandé, c'est le DCB, c'est-à-dire en gros le drug coating balloon, donc le ballon actif. Et donc c'est ce dispositif qu'on doit utiliser avec cet algorithme pour traiter des lésions athéromateuses de novo. Sauf que lorsqu'on établit ce genre d'algorithme, il doit être basé sur des niveaux de preuve forts, ce qu'on appelle des niveaux de preuve 1, de type 1, et qui sont des niveaux de preuve qui sont issus d'études randomisées qui comparent un dispositif à un autre. Donc c'est ce qu'on va voir, on va décortiquer cet algorithme et on va voir un petit peu sur quoi il repose comme niveau de preuve. Alors, le premier élément, ce sont les lésions courtes, inférieures à 4 cm. On sait depuis déjà quelques années, depuis 2001, avec ces études anciennes de Jean-Pierre Beckmann sur les stents qui sont expansifs sur ballonnet, et sur cette étude plus récente de nos collègues encore allemands, qui comparait cette fois-ci les stents auto-expansibles versus le ballon, que pour les lésions courtes, effectivement, le stent n'apporte rien par rapport au ballon. Donc, le ballon, pour des lésions courte et justifiée par rapport au stent. Si on regarde maintenant par rapport au stent actif, ballon versus stent actif, eh bien, vous voyez que les études sur les stents actifs portent sur des lésions qui sont beaucoup plus longues que 4 cm, et également la plupart des études ont exclu les lésions courtes. Donc, par conséquent, le stent actif n'apporte pas plus que le ballon sur des lésions courtes. Deuxième chose, sur les ballons actifs maintenant, ballon nu versus ballon actif, eh bien la même chose que sur le stent actif, c'est-à-dire qu'on a des lésions, la moyenne de longueur des lésions traitées est beaucoup plus longue, entre 6 et 7 cm, et que la plupart des études également ont exclu les lésions courtes. Et donc, par conséquent, le gold standard pour traiter les lésions courtes inférieures à 4 cm reste le ballon nu actuellement en 2017. Concernant les rosténoses, eh bien là, on a une étude allemande, randomisée, multicentrique, une étude française qui est un registre multicentrique qui confirme à peu près les mêmes choses. L'étude principale est cette étude de Krakenberg, publiée donc en 2016, qui, dans une étude randomisée qu'on voit ici, compare le DCB, c'est-à-dire ballon actif, versus le ballon nu. Et on voit très bien que sur ces lésions de rosténose à 1 an, le taux de réintervention est largement diminué dans le groupe ballon actif et la perméabilité est largement augmentée dans le groupe ballon actif. On voit que, par exemple, à 1 an, près de 90% des patients n'ont pas de réintervention dans le groupe ballon actif. Ces données sont également confirmées par un registre multicentrique français où, également à 18 mois, on avait 90% des patients qui n'avaient pas de réintervention après le traitement de leur rosténose par ballon actif. Donc, l'ensemble de ces études montre effectivement clairement que le ballon actif est le traitement de la rosténose au niveau fémoral superficiel. Maintenant, le gros de la troupe, en fait, concerne non pas ces lésions-là, mais les lésions de plus de 4 cm. En pratique courante, c'est ce qu'on traite. Largement plus que 4 cm.
Ces trois études publiées dans des journaux prestigieux sont des études qui ont comparé ballon actif versus ballon nu, dans 3 études donc avec un effectif de patients adapté donc aux critères primaires. Donc ces études, c'est Impact, Levant2 et Illuminate, traitant des lésions relativement standards entre 6 et 9 cm. Et on voit que dans ces études, le critère primaire est atteint, l'hypothèse est atteinte, c'est-à-dire que ces 3 études montrent en termes de perméabilité la supériorité du ballon actif sur le ballon nu, avec un taux de stenting secondaire relativement faible, entre 2 et 15%. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à moyen terme, à 24 mois, ces études confirment également la supériorité du ballon actif sur le ballon nu pour des lésions de plus de 4 cm. Donc, de là à affirmer qu'il faut utiliser le ballon actif en première intention, il y a quelques limites. Les premières sont que, dans toutes les études randomisées, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Et parmi ces critères d'exclusion, on retrouve les lésions longues. Les lésions de plus de 14 cm, de plus de 18 cm sont exclues, donc on ne peut rien prédire. Également, un autre facteur. Lorsqu'on utilise un ballon actif, il faut prédilater la lésion avec un ballon nu. Or, en cas d'échec de cette prédilatation, parce qu'il y a une dissection, parce qu'il y a une rossénose résiduelle, les patients sont exclus de l'étude. Sauf que dans la vraie vie, on ne leur demande pas de sortir du bloc. Si on échoue la prédilatation, on les traite. Donc on n'a pas de réponse pour ces patients-là. Et enfin, la plupart de ces études ont exclu les patients avec des calcifications sévères, ce qui est aussi la vie quotidienne. Donc on n'a pas de réponse pour ces patients-là. Et puis également, deuxième chose, mais pourquoi pas traiter ces patients avec un stent nu ou un stent actif. Ça a été d'emblée exclu par nos collègues allemands, mais reste-t-il une place pour le ballon actif ou le stent actif, pour le stent nu ou le stent actif? Alors le stent nu, on sait très bien la supériorité du stent nu par rapport au ballon nu. Il y a différentes études déjà qui sont anciennes, je ne reviens pas dessus. Par contre, concernant le stent actif, on a finalement peu de données. On a un registre avec un stent de chez Boston, Eluvia, qui est un registre avec peu de patients et qui est un registre. Donc on ne peut pas conclure grand-chose. Les résultats sont prometteurs, restent à être confirmés. Deuxième point, ça c'est l'étude la plus intéressante, c'est l'étude réalisée par la société Cook qui compare le stent actif Zilver PTX versus le ballon. Et dans ces études randomisées, et surtout à 5 ans, on retrouve la supériorité du stent actif versus le ballon à 5 ans, très clairement. Cette étude a été designée avec un deuxième bras de randomisation qui, en cas d'échec d'angioplastie, randomisait les patients dans 2 groupes, un groupe stent actif et un groupe stent nu. Et dans ce deuxième groupe, ils ont montré la supériorité du stent actif sur le stent nu. Or, il faut retenir qu'une étude randomisée de ce type est designée pour répondre aux critères primaires, c'est-à-dire à la question posée en premier, qui était stent actif versus ballon. Et donc, par conséquent, de ce deuxième bras de randomisation, on ne peut strictement rien en conclure. Ensuite, si on regarde les études comparant stent actif et stent nu, chose courante en coronaire, eh bien, actuellement, pour la pathologie fémorale superficielle ou infrainguinale, nous n'avons aucune étude directe. Quelques études indirectes, comme celle-ci, qui montrent l'absence de différence entre stent actif et stent nu pour le traitement des lésions fémorales superficielles. Donc, si on résume, on a énormément d'études, enfin encore pas mal d'études qui comparent le stent actif, ballon actif versus l'angioplastie, mais on n'a, pour ne pas dire aucune étude qui compare ces différents matériels entre eux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que chaque device, chaque matériel, ballon actif, stent nu ou stent actif, s'est comparé par rapport au compétiteur le plus faible, qui est le ballon nu. Et je ne vous donne pas le résultat de l'issue de cette confrontation, mais elle est évidente. Actuellement, ces questions qui ont été posées ne répondent pas aux préoccupations du praticien. Le niveau de preuve actuellement qu'on a, c'est celui-ci. C'est-à-dire que c'est issus des journaux qui ne sont pas scientifiques ou issus du marketing, Leaving Nothing Behind, par exemple. Donc actuellement, suite à cette revue de la littérature, on n'a aucune preuve de haut grade pour soutenir l'utilisation du ballon actif comme traitement de première intention pour les lésions fémoropoplitées supérieures à 4 cm. Alors, à quand le clash des titans, finalement? Parce que ce qu'on attend, nous, en tant que praticiens, c'est de savoir quel matériel on va utiliser pour traiter quelle lésion. Et actuellement, comme je vous l'ai montré, nous n'avons pas les réponses à cette question. La première étude qui répondra en partie à cette question est une étude française. C'est une étude montée avec des centres universitaires et privés, l'étude Battle, qui va comparer l'utilisation d'un stent nu, le Misago, versus un stent actif, le Zilver PTX.
Cette étude, donc, déjà tous les patients ont été inclus. Le critère primaire, on l'a atteint en septembre 2017. Les résultats sont en train d'être analysés pour être communiqués au printemps 2018. Et l'étude, c'est-à-dire le suivi à 2 ans, sera finalement terminé en septembre 2018. La deuxième étude d'importance est une étude américaine, Imperial Trial, qui va comparer dans une étude de non-infériorité deux stents actifs, le stent de Zilver-Petix de chez Cook et le stent Eluviat de chez Boston. Donc l'étude est en cours, les patients donc, sont tous inclus et les premiers résultats à 1 an de cette étude seront communiqués en janvier 2019. La deuxième étude, très ambitieuse par son nom, puisqu'on doit avoir 775 patients inclus, c'est l'étude Eminent, qui elle est une étude de supériorité, qui va comparer cette fois-ci dans cette étude le stent Eluviat de chez Boston versus des stents tenus de différents horizons. C'est une étude donc, qui est en cours d'inclusion. Et on doit atteindre 775 patients, ce qui est un nombre important de patients. Pour l'instant, l'étude la plus large, en tout cas, jamais réalisée en pathologie vasculaire périphérique. Alors, si on doit résumer, actuellement, en tout cas, les indications, en tout cas le niveau de preuve qu'on a dans notre pratique, c'est que pour les lésions de novo, l'angioplastie Oba-Nessel doit être recommandée lorsque les lésions sont inférieures à 4 cm. En cas d'urosténose, très clairement, le ballon actif doit être recommandé. Éventuellement, celui-ci peut être utilisé en combinaison avec le laser ou d'autres systèmes de debulking. Ça reste à montrer. Il y a un de mes collègues en France, professeur Ducasse, qui travaille actuellement sur ce sujet. Et puis, dernier élément, pour lésions de novo supérieures à 4 cm, ce qui est, encore une fois, la partie la plus importante de notre travail, le message est le suivant: utilisez des stents, utilisez des stents actifs, utilisez des ballons actifs, mais surtout, n'utilisez plus de ballons nus. Je vous remercie pour votre attention. Merci Yann pour cette belle présentation. Je vois que ça suscite des réactions dans le public. Alors, oui, devant. Merci, parce que c'était extrêmement élégant et bien fait, et tout à fait d'accord, bien sûr, avec l'analyse de la littérature que tu as faite, en sachant que nous, on est embêtés quand on veut demander des remboursements auprès de l'HAS de certains éléments, que les études ne soient jamais médico-économiques, jamais qu'est-ce qu'on apporte, et qu'elles s'intéressent trop au taux de perméabilité et pas assez au succès clinique avec le changement de stade du patient, qui est quand même un facteur limitant si on veut pouvoir avoir ces devices pour nos patients. Moi, j'avais une question à te poser. Il me semblait que dans les recommandations et dans les papiers, chez les diabétiques, il pouvait avoir un intérêt peut-être à utiliser des stents actifs. C'est pas quelque chose que tu as retrouvé ou... Alors, il y a trois questions. Sur les diabétiques, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'actuellement, pour la fémorale superficielle, le diabète n'apparaît pas comme un facteur d'urosténose, ce qui n'est pas le cas en coronaire, on le sait tous bien. En périphérique, regardez toutes les études randomisées, le diabète n'apparaît pas comme un facteur d'urosténose. Et ça, on ne sait pas pourquoi, et ça ne fonctionne pas comme en coronaire. Concernant le côté médico-économique, c'est tout à fait juste. Je ne suis pas rentré dans les détails, puisque si on regarde à l'échelle européenne, en fait, ce qui drive l'utilisation des devices, ce n'est pas les études randomisées, c'est ce qu'on appelle le DRG, c'est-à-dire le système de remboursement. En Allemagne, ils utilisent beaucoup de ballons actifs parce qu'il est très bien remboursé. Plus vous utilisez de ballons actifs, plus vous avez le droit à de l'argent, en clair. En France, on utilise très peu de ballons actifs, tout simplement parce qu'il est remboursé depuis très peu de temps. Donc ce qui drive actuellement l'utilisation du matériel, c'est le remboursement. Deuxième point, sur les études médico-économiques. Je suis complètement d'accord. Pourquoi ? Parce que actuellement, notamment en fémorale superficielle, on va se retrouver sur des dispositifs modernes, des dispositifs actifs, par exemple stent actif et ballon actif, sur des différences de perméabilité extrêmement faibles. Et par conséquent, pour montrer une différence en termes de clinique ou en termes de perméabilité, il va falloir inclure 1000, 2000, 3000 patients, ce qu'on ne fera pas. Par conséquent, l'élément essentiel pour discriminer entre deux devices, ce sera le médico-économique. Ce sera de montrer qu'un système est plus efficient qu'un autre, en utilisant par exemple l'ICER, qui est un système en termes de qualité de vie et de coût-utilité, qui est le meilleur système, à mon avis, pour montrer la différence entre deux devices. Oui, devant. Merci pour cet exposé, c'était vraiment super. Et justement, ce qu'on disait sur l'efficacité clinique, dans les études impact, tout ça, il y avait effectivement moins d'urosténose à 1 an, à 24 et à 2 ans quand on utilisait un ballon actif. Par contre, il n'y avait pas de différence
sur l'efficacité clinique, sur le taux de récidive de claudication. Alors, la réponse à ça, c'est que l'étude n'est pas faite pour ça. Les critères primaires de l'étude, c'est pour montrer qu'il y a une différence de perméabilité. Si en critères secondaires, il y avait une différence ou pas de différence en termes cliniques, on ne pourrait pas conclure non plus. Admettons que dans l'étude Impact, il y ait une supériorité clinique en critères secondaires, on ne pourrait pas non plus conclure que la supériorité clinique de l'Impact est supérieure par rapport au ballon nu. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on ne peut pas conclure sur un critère secondaire, ça donne une tendance.